Bonjour, je suis Katharina Dugast, je suis exploratrice des lieux vibratoires et voici mon index ABC. Je explore, d'abord j'identifie et j'explore les lieux. Ça veut dire les lieux naturels ou les lieux façonnés par les bâtisseurs. Ça peut être les pierres, les chapelles, les églises, par exemple. Tout le monde, souvent j'ai des personnes qui sont à la recherche de mieux-être, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de se soigner. Puis j'ai des personnes qui souhaitent découvrir la région différemment, ça veut dire à travers des ressentis ou à travers la géobiologie. Et troisième groupe, c'est les personnes qui souhaitent travailler sur eux-mêmes, travailler leur ressenti ou leur médiumnité. Intuition, initiation et expérimentation. Intuition parce que je reçois des messages et j'aime beaucoup en fait cet état de connexion. Initiation parce que je souhaite que les autres aussi ont accès à cette capacité, donc je le guide pour développer leur capacité psychique. Et expérimentation, je me trouve comme un laboratoire dans lequel moi je suis expérimentateur, mais aussi un sujet d'expérimentation. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici un nouveau portrait index où nous allons partir dans les grands espaces. On va partir en nature, on va partir également dans des mondes parfois imaginaires, dans des contes, dans des légendes, avec notre invitée d'aujourd'hui qui s'appelle Katharina Dugast. Bonjour Katharina. Bonjour. Petite pointe d'accent. Oui. Vous venez de notre planète. Non, je suis née en Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie. D'accord. Vous êtes en France depuis combien de temps? Oui, ça va être 16 ans à peu près. 16 ans. Voilà. Et vous avez gardé cette petite pointe d'accent. Et c'est très bien. On et ne peut c'est pas s'en débarrasser. C'est très bien, c'est très bien. Et gardez-le. On va parler donc de votre histoire, on va parler de votre expertise. D'abord, si on regarde effectivement la fiche qui vous correspond, vous dites géobiologue, oui. Conteuse. Oui. Quelle est, entre les deux, votre cœur balance? Quelle est l'appellation qui vous correspond le mieux, à votre avis? Et en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours quand je suis plus dans les contes et plus dans le ressenti, dans la géobiologie. Et donc, mon idée était de le combiner et de proposer les deux en même temps, ou combiner, associer les deux. Et dans vos montagnes? Oui, parce que je viens d'Isère, j'habite en Isère, donc là, c'est que des montagnes. Donc ça veut dire, et ça veut dire, c'est là-bas qu'il y a la dent de Crawl. Exactement. Hein, je crois que c'est ça, hein, il y a la dent de Crawl. Super. Et alors, ça veut dire que toute votre expertise ne se situe que là? Oui, pour le moment, je examine, parce qu'il y a énormément de lieux à visiter et à étudier géobiologiquement, qui sont en fait le lieu d'anciens cultes, anciens lieux sacrés. Et donc, c'est tout là, en fait. On a tout dedans, mais on l'oublie. Ce n'est pas connu. Ou certains, on l'oublie. Je ne sais pas pourquoi cette connaissance s'est évaporisée et maintenant tout le monde voyage par là, par-ci, à Bretagne. Bien sûr, ce sont les lieux aussi très intéressants à les voir ailleurs, mais en fait, moi, je me concentre seulement sur notre région pour, en fait, fouiller et de ressortir tout ce qui était caché, oublié. C'est incroyable. Alors, vous allez voir l'histoire quand même de Katharina qui est juste... qui est belle en même temps avec ses enfants et sa prise de conscience aussi que vous avez avec votre petit garçon aussi que j'ai trouvé extrêmement touchant. On va revenir sur tout ça. Votre phrase, vous dites « Quand le promeneur se découvre pèlerin ». Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que souvent on passe, ça veut dire qu'on va d'un point A à point B, on file parce que souvent c'est chronométré, on fait des altitudes, on regarde qu'est-ce qu'on a fait, quelle aventure on a fait, mais en fait, on oublie d'écouter soi, on oublie de regarder et être avec le lieu. Simplement de se plonger dans ce petit espace, à un moment donné, d'oublier le temps. Le pèlerin, il ne va pas d'un point A à B, il s'arrête là où il sent qu'il faut qu'il s'arrête. Et là, il peut se passer des choses. Et vous allez voir comment Katharina
s'est éprise à devenir pèlerin, un peu à sa manière. Et il y a un rapport avec votre petit garçon. Oui, en fait, c'est beau. Racontez-nous. Oui. Ce sont mes enfants qui m'ont en fait amené sur ce chemin, puisque quand les 2 enfants étaient petits, vous savez, j'étais comme une mère. Je voulais les sortir, il faut qu'on se balade, etc. Donc, je les sorte, mais les enfants, ils ne marchent pas comme les adultes. Ils marchent à peu près 60 mètres pendant 30 minutes. Parce qu'ils regardent ça, ils étudient les cailloux, les pierres, tout. Et moi, en fait, je me suis trouvée là en attendant qu'ils bougent. Et comme j'ai fait aller-retour, c'est là où je me suis trouvée que j'ai ressenti des choses. Et du coup, j'ai commencé à chercher, étudier, et finalement, ça m'a très convenu que les enfants marchent à tempo ralenti, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut arriver dans ce lieu. Au ralenti, en se posant, en se ressentant, recentrant. C'est parce que vos enfants marchent lentement que vous prenez conscience que, effectivement, vous pouvez ressentir des choses sur des lieux chargés énergétiquement, sans doute, et qui vous parlent. Oui, donc il y a 2 types de lieux. Il y a les lieux vibratoires naturels et les lieux vibratoires qui sont façonnés par les anciens bâtisseurs. Je dis exprès le lieu vibratoire et pas le lieu sacré, parce que je pense qu'il y a une petite différence. Quelle différence faites-vous? Les lieux sacrés, souvent, ils sont marqués soit par les grandes pierres, maintenant par les chapelles, par les églises, etc. Mais là, les lieux vibratoires où on ne peut pas classifier comme le lieu sacré, ça veut dire il y a des cascades, peut-être des pierres, mais dans une autre forme, différemment posées. Et peut-être il y a aussi des oratoires où il n'y a absolument rien. Il n'y a que à ressentir. Par exemple, il y a des coins comme ça dans les forêts. On peut retrouver des coins où c'est plus habité par les esprits de la nature, où ça vibre plus. Il y a des cascades qui ont leur déva, leur esprit, qui aussi leur champ vital élargi qu'on peut ressentir et on peut aussi utiliser pour se soigner, disons, pour arriver en tant que pèlerin. Il y a aussi des pierres qui sont bien posées. Dans notre région, il faut dire qu'on n'a pas le dolmen et menhir dans cet sens-ci, mais on a les pierres posées à des endroits bizarres. Ces pierres, elles étaient souvent posées en fait par rapport de nord magnétique sur le croisement de l'eau, exactement comme il faut et comme ils font à Bretagne ou dans les autres régions. Mais chez nous, il n'y a pas, par exemple, les pieds de dolmen. Il n'y a que la pierre. On parle de la région de grenobloise, hein, c'est ça? Oui. En Isère, hein, Isère. Non, précisément. Alors, vous avez décidé, en fait, aujourd'hui, d'en faire votre métier. Oui. C'est magnifique, ça. Donc, ça veut dire que vous accompagnez des gens sur ce lieu. Sur des lieux. À la base, c'est quoi? C'est une randonnée? C'est une balade? Non. Non. Je voudrais bien qu'on l'appelle ça pèlerinage. C'est à peu près. Donc, en fait, on fait les sorties. J'amène les gens et de temps en temps, je raconte les contes sur le lieu. Mais en fait, comment on arrive, c'est déjà un pèlerinage. En fait, j'aime dire que la sortie, elle ne commence pas sur le parking ou sur le lieu où on est, mais elle arrive, ça commence quand les gens se préparent pour la journée. Il peut se passer beaucoup de choses entre préparation de sac à dos et d'arriver au point de rendez-vous. Et c'est là, parce qu'en fait, c'est comme si le destin un petit peu trie les gens qui ne devraient pas y être. Il se passe quelque chose et d'un coup, il n'arrive pas. J'avais eu des personnes qui tournent en rond, ils ne peuvent pas trouver le lieu de rendez-vous ou qui se cassent le cheville la journée avant ou quelque chose comme ça. Donc, après, quand on arrive au point de rendez-vous, je ne le situe jamais au lieu de vibratoire. Il faut qu'il y ait un petit trajet qui nous permette de se détendre et d'arriver avec le corps et l'esprit. Sur place. Sur place. Parce que si on est touriste, on arrive, directement, on y est. C'est pas, est-ce que en France, on dit, est-ce qu'on crapahute? Est-ce que c'est une randonnée simple? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est comme il y a des niveaux? Je évite les hauts niveaux altitude. J'essaie de, en fait, amener les gens seulement sur les lieux où je sais que c'est un petit peu sécurisé, que c'est pas trop dangereux.
parce qu'il y a aussi le lieu comme ça. En fait, oui, ce sont les petites balades avec petite altitude. Mais on arrive sur le lieu et en fait, l'objectif est déjà de repérer le premier gardien. Donc peut-être je présente à quoi ressemble géobiologiquement le lieu. Donc, quand on arrive, il y a comme une chambre vitale de ce lieu où normalement il y a une ligne sacrée qui passe. On appelle aussi ley line. Normalement, c'est une combinaison, une superposition de 3 autres lignes telluriques de argent, or et cuivre. Donc, elle est à sa orientation. Et nous, on peut en fait ressentir où elle commence, mais en fait, on le ressent à grande distance. Donc, quand on repère la première barrière éthérique, normalement aussi, je retrouve un premier gardien éthérique. Donc, normalement, on demande autorisation d'entrée et puis on progresse, mais très lentement, en se concentrant sur le changement dans son corps, sur ce qu'on ressent. Et de temps en temps, on peut aussi placer les intentions, parce qu'on est arrivé avec certains buts. C'est souvent les gens qui viennent, souvent sont à la recherche de mieux-être. Ils ont besoin de se ressourcer, ils sont stressés, un manque d'énergie, où il y a beaucoup d'autres problématiques qu'ils portent, des fardeaux familiaux, des choses comme ça. Et donc, tout ça, on peut poser à l'entrée de cet espace et on laisse les choses se faire. Et effectivement, il y a des gens qui arrivent un petit peu, disons qu'ils ont mal au cou, à la colonne vertébrale, et ils ressentent comme si... Il y a un champ d'énergie qui leur fait du bien. Il y a oui, un voyage, il se passe des choses. Ouais, et en fait, c'est cette conscience avec laquelle on arrive qui fait que le miracle se passe. Ça, c'est magnifique. Je rappelle que c'est en Isère pour l'instant et que effectivement, vous avez donc votre guide. C'est une sorte de guide. Oui, on peut dire. C'est vrai, vous guidez les gens dans des périples comme ça, et des sortes de pèlerinages dans des petites balades. Donc on prépare son petit sac à dos avec de quoi boire, de quoi manger, parce qu'on va pique-niquer sur place, j'imagine. Ça dépend. Je fais les sorties aussi pour les parents, donc les sorties court terme, 3 heures. Ok, très bien. De temps en temps, 1 jour, mais ça dépend en fait. Et alors, vous êtes allé évidemment en repérage, bien entendu. Oui. Bien sûr. Avec mes enfants. Avec vos enfants, qui marchent lentement, pour le coup. Et lorsque vous avez fait ce repérage, il faut que vous fassiez une enquête. Donc, pour savoir quel est ce lieu, quelle est son histoire, quelles sont ses énergies. C'est vrai, je le fais. Ouais. Donc oui, je fais d'abord un repérage sur place. Je laisse le lieu me parler. En fait, comme tu peux développer ma capacité médiumnique, je capte le message. On communique avec les gardiens pour voir à partir de quel siècle, à partir de quelle période le lieu a été utilisé, visité. Puis quel était l'objectif des constructeurs de le créer comme ça, de le façonner. Et à quoi ça sert? Simplement, quels sont les effets sur l'homme. Sur l'homme, oui. Ça, vous avez dû tomber sur des endroits incroyables. Oui. En Isère, il doit y avoir des trucs magnifiques à voir. Déjà, on a la fée Mélusine. Vous savez? La quoi? La fée Mélusine. Ah, la fée Mélusine? Non, je ne sais pas. Mais aussi, on a par exemple beaucoup de traces de Gargantua. Et Gargantua, vous connaissez, un personnage qui, quand il passe, je ne vais pas dire qu'il fait les dégâts, mais il fait des choses. Et dans notre région, il a fait un caca. Et c'est aussi une montagne qui vibre. Et puis, dans notre région, quand il est arrivé, il a eu rage de dents, mais si énorme qu'il allait chercher ses dents pour les sortir. Il a jeté. Et en fait, ce sont les montagnes, maintenant, qui, comme par hasard, ils sont alignées. Et c'est par là où j'ai identifié quelque chose qu'on appelle la tube magique. Donc, c'est aussi une sorte de réseau qui connecte lieu avec les autres lieux. Comme ça, les créations de Gargantua sont connectées avec un réseau éthérique qu'on peut ressentir, tellurique, à travers des régions. Bien sûr, ça va au-delà de notre région. Après. Ça va au Savoie et à la Drôme. C'est vraiment une belle histoire parce que, effectivement,
lorsque vous décidez de mettre en place ces petits périples, il y a évidemment le cadre, vous êtes en pleine nature, hein, dans la montagne, dans la forêt. Vous vous baladez, vous marquez des temps de pause aussi parce que vous ponctuez cette balade avec évidemment des récits, des histoires, des légendes que vous venez raconter. Et puis il y a l'aspect aussi géobiologue, que vous allez justement expérimenter sur place. Donc, bien sûr, j'ai identifié quel réseau passe, comment, dans quelle inclinaison, dans quel angle il passe par rapport de nord magnétique. Puis souvent, je retrouve aussi des cheminées cosmotelluriques. Ça dépend en fait de ce qu'il y a. Il y a des gardiens. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais parce que je me demandais toujours, vous savez, quand on parle de ça, quand vous parlez de ces couloirs, quand vous parlez de ces choses-là, on a tout de suite en tête, on se dit, est-ce que c'est une porte sur un autre temps? Est-ce que c'est sur un autre espace-temps? Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait imaginer ça. Je n'ai pas vraiment encore repéré ça, mais je n'exclus pas, c'est possible. Souvent, j'ai des lieux qui, par exemple, agissent sur la problématique ancestrale. Donc, ils sont plus reliés à la terre et tout ce qui est derrière nous. Puis, j'ai des lieux qui sont façonnés ou qui travaillent pour faire partir les âmes, donc, ou les entités vers le haut. Après, on a des lieux spécialement pour la guérison. Ah oui. Certaines églises, on a par exemple Jarry, Haute-Jarry, c'est l'église de Saint-Étienne, où il y a tout un parcours énergétique à l'intérieur de l'église à faire, dans ce sens, pour se soigner, pour se libérer des fardeaux qu'on porte sur soi, et s'élever. Alors, quelles sont les formules que vous proposez? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'une formule pour les parents, donc 3 heures. Courte, 3 heures. 3 heures. On peut partir plusieurs jours? Non, pas encore, parce que comme j'ai mes enfants, j'ai un petit peu... je cherche aussi à avoir temps pour moi. Vous jonglez avec l'emploi du temps, bien sûr. Oui. Mais alors, quelles sont les formules que vous proposez? Pour le moment, c'est ça, c'est à court terme et à une journée. D'accord, une journée de balade. Donc, on n'est pas obligé d'être un expert de la randonnée? Ah non, pas du tout. Ni dans le ressenti. En fait, mon objectif est d'amener les gens pour qu'ils apprennent, qu'ils peuvent ressentir. Souvent, il se passe qu'ils ne le savent pas. Et du coup, ils se retiennent, ils ne savent pas, ils sont obligés d'utiliser les baguettes sorcières ou les pendules. Mais c'est super bien aussi. J'ai initié aussi à ça. Mais je préfère amener les gens juste de ressentir dans son corps. Qu'est-ce qui se passe? Donc, souvent, je le guide pour réveiller les paumes et ressentir les énergies justes avec les paumes. Pour certaines personnes, c'est plus facile de ressentir sur le visage ou quelque part à l'intérieur du corps. Ça dépend. Après, aussi, ça dépend beaucoup qui arrive sur la sortie, parce que chaque sortie est différente. Même si je le fais une semaine après semaine, il y a les différents types de personnes qui se présentent. Et selon ça, il y a aussi esprits de la nature ou tout ce monde éthérique qui réagissent. À une sortie, je ne sais pas comment c'est passé, j'avais eu 5 passeurs d'âme. Et donc, qu'est-ce que nous avons trouvé sur notre itinéraire? Que les âmes ont passé. En fait, c'est comme si tout le monde a été averti, venez. Incroyable. Et on a retrouvé tout stationné, tout le monde sur notre chemin. Donc, on était obligé de s'arrêter, de faire le rituel de passage. Et puis, on pouvait continuer. Quel est en Isère et dans votre périmètre de champ d'action l'endroit qui est le plus, énergétiquement parlant, le plus fort, le plus mystique? Peut-être, je dirais Miribel-les-Échelles. On a plus que 5 pierres qui sont posées sur les endroits spéciaux. Souvent, bien sûr, ça correspond au menhir dans les autres régions. Mais là, c'est comme si le temps s'arrêtait. Et aussi, j'ai remarqué que dans cette forêt-là, toutes ces pierres, ils aussi ensemble avec les autres lieux ou les autres villages maintenant, créent comme quelque chose qu'on appelle géométrie sacrée, des cercles autour de centre.
Les 3 grandes pierres, ils sont reliés avec un triangle rectangle. Et du coup, pour rigoler, je fais sur la carte, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu? Oui. Et du coup, je suis allée voir, je demandais aux locaux, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous connaissez cette partie de la forêt? Il y avait une fontaine qui guérit les maux des yeux, pour voir. Et la fontaine, elle a la forme d'œil, elle est creusée dans une pierre, avec une arrivée, une petite passage et une petite sortie. Incroyable. Et il vibre bien. Ah, ça vibre fort, évidemment. Les enfants, alors vous emmenez vos enfants, donc ça veut dire que pour les tout petits aussi, on peut... Non. On les emmène pas? Il y a certains parents qui les amènent, j'accepte, moi ça ne me gêne pas. Mon objectif est que les parents puissent se concentrer aussi. Parce que souvent les enfants, ça dépend si les enfants sont hyperactifs ou pas. Mais normalement, ça passe bien quand il arrive. Alors, vous avez dit dans votre fiche de préparation que je trouve intéressante, vous dites ceci, vous dites en France, j'ai été frappé par une différence dans la considération courante des montagnes. Ici, elles ont un aspect pragmatique, utilitaire. Elles sont souvent d'ailleurs présentées comme un simple terrain de sport, en tout cas ici en France. Alors que vous dites dans votre culture européenne, alors en Europe centrale, oui. vous dites, elles gardent encore l'aspect romantique et spirituel en parallèle de leur côté touristique. C'est vrai que je ne voudrais pas trop romantiser le pays slave, mais on garde quelque chose de cette ancienne mythologie, des anciennes croyances populaires. Je viens de montagne, et donc nous, en tant que montagnards, on était considérés tout le temps comme inéduqués, incultivés, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, on ne sait pas rien. En fait, c'est vrai que cette région était souvent soumise ou influencée par les croyances. Par exemple, dans notre région, il y avait des vampires. Et donc, dans chaque maison, il y avait un petit autel, un symbole de croix ou la Vierge, qui devrait protéger la maison contre les démons. Ici, on arrive, il n'y a plus rien, en fait, tout a disparu. Bien sûr, peut-être ça existait, parce que dans la mythologie française, on aussi trouve les récits qui parlent des diables ou des démons qui vont s'amuser dans les montagnes. Et donc, ce n'était pas un territoire pour les hommes. L'homme, il doit y entrer avec un certain respect et selon certaines règles pour qu'il puisse y entrer et sortir vivant. Comment vous travaillez, Katharina? C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez chercher les informations de ces lieux? Vous allez dans des bibliothèques, vous allez sur Internet, comment est-ce que vous trouvez ces lieux? Oui, je vais aussi chercher. De temps en temps, j'essaie de contacter les associations locales qui s'occupent du patrimoine. De temps en temps, je vais voir la mairie, s'ils connaissent cet endroit, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire. Les maisons du tourisme, les offices du tourisme, des choses comme ça? Non. Là, je ne vais pas. Je cherche vraiment quelque chose de très localisé, quelqu'un qui travaille et y vive depuis longtemps. Et après, ça m'arrive de rencontrer les gens locaux qui habitent, qui connaissent un petit peu. Mais le problème est, ici en France, il y a beaucoup de déménagements. Donc, la connaissance de cette ancienne information, c'est un petit peu perdue. Et donc, je la repère de temps en temps dans la légende. C'est aussi comme ça que je vais chercher, je découvre le lieu. Ma premier lieu c'était une pierre d'amour. Parce que j'ai commencé à compter la légende, je me suis dit, mais je vais visiter ce lieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, selon la légende, il a fallu trouver la pierre, s'approcher lentement, le contourner dans le sens des aiguilles de montre, puis se poser face au soleil, sud. Et donc, oui, je suis allée chercher Pierre. Elle y était encore. Je me suis posée, effectivement, on pourrait ressentir. Donc, il faut aussi écouter les anciennes légendes. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Mais on a aussi des légendes qui, au premier coup d'œil, ne veulent rien dire. Par exemple, il y avait une châtelaine qui était enceinte. Elle a pris l'âne et l'a monté sur une colline. Mais là-haut, sur la colline, l'âne, il a fait un faux pas, la châtelaine enceinte est tombée, et elle a promis que si l'enfant est née vivante et en bon état, elle va construire l'église. Et l'église y est, mais pas au même endroit où elle est tombée. Là, il se trouve une colline artificiellement construite, qui en fait, elle a précédé la chapelle. Mais ces deux lieux, ils sont connectés. Mais oui,
Donc, quand on analyse la légende, il y a des symboles cachés, oui, cachés. Anna, déjà, ce n'est pas animal bête. En fait, c'est aussi symbole solaire, symbole de sagesse, de prédestination. Est-ce que vous avez découvert des endroits que personne n'avait découvert auparavant? Oui, je pense. C'est vrai? Oui. C'est passé... qui pourrait porter votre nom, même, à la limite? Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 pas comme ça. Non, c'est passé pendant le confinement. Donc, dans notre 1 kilomètre, on se balade et au milieu de la forêt, c'était le jour de pluie comme aujourd'hui, une lumière. Mais en fait, je ne sais pas dire si la lumière, si je l'ai captée par mes yeux physiques ou par le troisième œil. Simplement, il y avait quelque chose. Et comme j'étais avec mes enfants, on a tout vérifié. Oui, oui, il y avait quelque chose. Et donc, effectivement, il y a une ligne sacrée qui passe. Et il y a cet endroit, il n'est pas marqué par une pierre, il n'y a rien. Juste cette ligne qui va d'un point quelque part, qui monte à la colline. Et donc, on a examiné plusieurs fois pendant le confinement cet endroit, on a erré et on a découvert qu'en fait, c'est un royaume, vous n'allez pas me croire, royaume des elfes. Des elfes? Des elfes. Donc, qui habitent, qui s'occupent de cette forêt. Et dans cet endroit, il m'arrive aussi plusieurs fois que je suis toute seule, mais je vois dans mon champ périphérique un être. Bien sûr, quand je regarde, plus personne. Ah oui. Et donc, c'est une forêt qui est aussi gardée par plusieurs gardiens. Il y a une postée devant à l'entrée de la forêt. Et puis, à l'intérieur, il y a un esprit désincarné et puis un autre esprit qui a pris le rôle de gardien du site. Et ce lieu, quand on y entre, il nous nettoie ou il enlève la colère que nous, en tant qu'humains, on peut y amener. Et effectivement, on ressort tout émerveillé, comme si on est sorti d'un autre monde. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui proposer? Alors, on a bien compris qu'il y avait ce programme qui dure 3 heures, hein, où on peut partir avec vous et qu'on marque des temps de pause pour que vous racontiez un petit peu les histoires, les légendes. C'est ça, en fait, hein, l'idée. Oui. Pendant 3 heures, on ne va pas partir pendant 3 heures. Non. On s'arrête de temps en temps. Beaucoup. On s'arrête beaucoup, en fait. On va nulle part, je dirais. Oui, bien sûr, on va d'un point A à un point B un petit peu, mais on va nulle part. On reste en ressenti. C'est ce qui est le plus important. Et puis, effectivement, je marque ces endroits par les comptes. Mais oui. En fait, objectiver que les gens s'arrêtent et qu'on est ensemble. Et ressentent. Par exemple, je peux vous raconter un conte comment agissent les lieux. Il y avait un homme qui entrait dans la forêt en tant que touriste. Il a pris son sac à dos, bouteille d'eau, la nourriture, la carte. Il entre dans la forêt, mais il se perd. Il rôde, il erre plusieurs heures, plusieurs jours. Il n'a plus de nourriture, pas plus de l'eau. Il ne sait pas quoi faire. Et il arrive au bout d'une prairie. Là, il y a un arbre, un énorme arbre. Il se dit, OK, c'est un bon endroit pour me poser. Il se pose. Et là, son mental commence à travailler. Il imagine la nourriture, il imagine un poulet rôti. Et quand il ouvre les yeux, le poulet, il est devant. Alors, il a compris le principe. Il imagine une bouteille d'eau remplie. La bouteille. Comme il a compris le principe, il imagine la nourriture qu'il veut manger. Quand il est rassasié, il se dit, je voudrais bien un lit pour me reposer. Le lit apparaît. Et puis, une jolie femme pour lui masser le pied. Imagine, la femme est là, elle masse. Et puis, elle se dit, c'est le moment de faire une sieste pour qu'un loup ne passe par ici. Et le loup apparaît. Etc. Mais en fait, les lieux agissent comme un amplificateur de nos souhaits, de ce qu'on amène. Donc, si on arrive avec trop de soucis, si on ne se vide pas avant, on va un petit peu amplifier. C'est comme si on appelait le souci d'arriver. Donc, l'objectif de tous mes trajets devant, c'est de cette lenteur, et en fait de poser nous-mêmes dans notre tête, dans notre corps, déposer tous ces bagages, parce que les solutions, ils vont venir.
C'est juste, il faut se recentrer, devenir un petit peu plus silencieux et plus immobile, je dirais. Ouais, plus immobile. Est-ce qu'on passe par des phases de méditation? En fait, je l'ai remplacé par les contes. Conte. Au départ, c'était la méditation. Okay. Mais je trouve que les contes, ils ont une certaine magie. Parce qu'on oublie soi-même. Dans la méditation, j'ai vu que ce n'est pas un endroit on n'a pas les conditions souvent idéales pour faire la méditation, pour se poser, pour en fait être bien. Et donc, les contes, ça passe différemment. On est ensemble et les gens s'oublient. Ils oublient tous avec ce qu'ils ont arrivé. C'est un espace-temps bien spécifique dans lequel on essaie de faire abstraction de toutes les difficultés qui nous habitent au quotidien. Et vous dites que c'est intéressant parce qu'avec le nombre d'endroits que vous avez visités, de lieux comme ça chargés d'énergie, d'histoire, de légende, il faut écrire. Oui, donc je suis en train d'écrire un guide non touristique de lieux vibratoires dans le bassin de Grenoble, où j'imagine de faire un petit peu en fait itinéraire, aussi indiquer où on peut se garer parce que souvent c'est pas facile, et aussi donner un petit peu des indications comment agir le lieu, écrire ou dessiner le schéma géobiologique, ça veut dire la ligne qui passe à peu près. Non plus, je ne vais pas donner tous les détails au lecteur parce que l'objectif est aussi s'il souhaite qu'il avance, que je leur donne place pour expérimenter à leur propre capacité. Est-ce que vous ne savez peut-être pas, vous qui nous regardez et qui écoutez attentivement Katharina, c'est que vous avez fait même une thèse sur la montagne. Ah oui. Oui. C'est fou. Quelle est ta thèse sur la montagne? C'était le mythe du montagnard dans la littérature de l'Europe centrale. Oui, c'est ça. Le mythe du montagnard. Je suis un docteur en littérature comparée. Mon objectif était de montrer l'évolution des considérations des montagnes et des montagnards à travers des cultures, à travers les époques. Parce qu'au départ, les montagnes, c'était considéré comme des lieux hostiles où l'homme ne pouvait pas entrer juste comme ça, bien sûr. Au départ... Ça l'est un peu toujours, quand même. La montagne, il faut quand même... Mais je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette considération. C'est ce que je veux dire, qu'aujourd'hui, les gens, ils passent, ils sont des touristes. Combien tu as fait des dénivelés, dans quel temps, etc. Mais non. C'est pas ça l'intérêt du sauver, c'est sûr. Pour moi, en fait, j'aime beaucoup considérer la montagne plutôt comme une philosophie de vie. On se pose, on y est, et on vibre avec les lieux, même avec les pierres, juste... En tout cas, si vous avez envie de vibrer avec Katharina au travers de ces périples comme ça, alors pour l'instant c'est en Isère, est-ce que vous avez le projet d'aller ailleurs? De temps en temps, je vais à Savoie ou à Drôme, mais pas trop. De temps en temps. De temps en temps? Oui. Bon. C'est vraiment, je pense que ça peut être d'abord ressourçant. Oui, ça c'est vrai. Je pense que c'est ça. D'abord, rien que la montagne à la base, quoi qu'on y fasse, si on la respecte, c'est ressourçant. Oui. Ça fait du bien. Clairement, petite balade qui va bien. Si vous arrivez à ponctuer tout cela avec des histoires, des contes et des légendes que vous raconte Katharina, évidemment, ça n'en est que mieux. Vous pouvez faire ça, vous l'avez compris, en famille. Vous pouvez aussi en profiter pour, évidemment, poser toutes les questions possibles. Et puis, il y a cette communion dont vous parlez, d'abord avec la nature, avec les pierres, j'imagine. Mais aussi avec les autres personnes. Et avec les autres personnes, bien sûr. C'est ce qui est intéressant, qu'on n'est pas toute seule sur ce chemin, parce qu'il y a souvent les personnes qui commencent à ressentir de plus en plus et qu'on peut en parler. Parce que quand vous vous baladez dans la rue, dans votre entourage, c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile, c'est clair. Katharina Dugast, vous avez autour de cette vidéo l'intégralité de ses liens, de son contact, et vous pourrez évidemment, bien sûr, lui poser toutes les questions. Petit sac à dos, les chaussures de marche, de montagne qui vont bien. Moi, j'adore. J'adore. Et vous faites ça été comme hiver? Oui. Même avec la neige et tout? On n'a pas de neige en bas. Comment ça, vous n'avez pas de neige en montagne? Il est juste dans les montagnes, mais les lieux vibratoires, ils se trouvent souvent au bord de civilisation. Ah oui, au bord de civilisation. D'accord. Oui. Oui, donc c'est encore, ça va, c'est quand même joyeux. Mais enfin, l'hiver, vous le faites quand même. Oui. Je propose de lui aussi. Bien sûr, il faut se bien habiller. C'est clair, c'est clair. Non, ça doit être évidemment très intéressant. Merci, Katharina. Merci infiniment. Vous partagez, vous commentez. Et bonne balade, d'ores et déjà, en respectant la nature, en respectant la montagne et en respectant
également de ne pas déposer vos déchets dans cette nature. On en voit, hein. C'est terrifiant, ça. Ça me dépasse. C'est une notion qui me dépasse. Une fois, on a nettoyé la pierre, on a mis le déchet dans le sac. La pierre a commencé à sourire. Ouais, pas ressenti. On est déjà parti. Merci Katharina, merci beaucoup. Vous commentez, vous partagez. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.